Bonjour. Après avoir vu la crise d'asthme, on va voir l'asthme bronchique en situation d'urgence. C'est presque la même chose. On va détailler un peu le traitement. Les objectifs, reconnaître différentes présentations d'asthme bronchique en urgence, évaluer la sévérité de l'exacerbation d'asthme bronchique, rechercher les facteurs de risque d'un asthme aigu grave et traiter et prévenir l'exacerbation d'asthme bronchique. Voici le plan. Donc, peu de nosologie et définition. Donc, exacerbation d'asthme bronchique, on a défini la fois précédente. L'exacerbation, c'est l'aggravation progressive des symptômes de la maladie asthmatique sans retour à la normale avec une diminution progressive de la fonction respiratoire. Donc, ça, c'est le résultat de l'obstruction bronchique. Les de gravité variable, légère, modérée, sévère et très sévère. La tendance actuelle est de parler d'exacerbation, quelle que soit la durée de la crise, et de préférer le terme de symptôme à celui de crise. Donc, le terme d'asthme aigu grave, AAG, se définit comme une exacerbation inhabituelle avec obstruction bronchique particulièrement sévère. Le débit expiratoire de pointe inférieur à 30% de la théorie, pouvant mettre en jeu le pronostic vital à court terme. Donc, il a été donc proposé de distinguer les asthmes aigus graves et les asthmes aigus très graves, avec signes de détresse vitale imminente, notamment celles qui nécessitent la ventilation mécanique. Intérêt de la question, donc l'exacerbation de l'asthme est un motif fréquent de recours aux urgences. Donc en France, c'est 50 000 à 100 000 patients font un asthme aigu grave, justifiant une hospitalisation en urgence. Environ 10 000 sont hospitalisés en réanimation et 1 000 sont soumis à une ventilation masquée chaque année. Le diagnostic il est parfois difficile, elle est souvent bénigne, mais pouvant cependant mettre en jeu le pronostic vital. Il y a intérêt de la prévention, intérêt crucial. Le diagnostic positif de l'exacerbation. Les signes cliniques, les symptômes courte durée de quelques minutes à quelques heures qui sont inhabituels, dyspnée, sibilant, signes de détresse respiratoire. Les signes fonctionnels, c'est l'effondrement du débit expiratoire de pointe. Attention, pathologie avec dyspnée sibilante, l'œdème aigu du poumon et exacerbation de bronchopneumopathie obstructive. L'évaluation de la sévérité de l'exacerbation se fait par la clinique et par le débit expiratoire de pointe, parfois la gazométrie. Cette évaluation se fait surtout dans les 10 à 15 minutes après la prise des bronchodilatateurs. Donc, deux critères cliniques plus un critère fonctionnel classent l'exacerbation dans la catégorie la plus élevée de sévérité. Voici l'anamnèse, c'est-à-dire les données de l'anamnèse. Il faut rechercher les facteurs sociaux démographiques, conditions socio-économiques, difficultés d'accès aux soins. Ça, c'est l'anamnèse pour rechercher un facteur de haut risque d'asthme aigu grave. L'histoire de l'asthme, l'hospitalisation, les intubations, aussi chercher la consommation de bêta-2 et corticoïdes orales, les facteurs socio-psychologiques, maladies psychiatriques. Donc c'est ça, l'anamnèse, ce qu'on recherche à l'anamnèse. La recherche d'un facteur déclenchant de l'exacerbation d'asthme bronchique se fait parallèlement à son évaluation. Donc, rechercher une surinfection bronchique, un pneumothorax, une exposition massive à un allergène, un stress important, un changement climatique et une élévation du niveau de pollution. Les paramètres, on a vu déjà ces paramètres dans le cours précédent. Donc, paramètres difficulté respiratoire, expression orale, vigilance, fréquence respiratoire, contraction des muscles, sibilant,
pulsation, débit expert de bain, la pression, la gazométrie et saturation en oxygène. Donc, on va classer en crise légère, modérée, sévère et très sévère. Le traitement, le but, c'est prévenir la mort, restaurer l'état clinique et fonctionnel à son meilleur niveau, prévenir la rechute précoce en traitant l'inflammation. Donc, les moyens et indications, premièrement, c'est l'oxygène. C'est d'une façon systématique, avec un débit de 6 à 8 litres au masque. L'oxygène doit être parfaitement humidifié pour éviter de dessécher les sécrétions bronchiques. Donc, tout simplement, on va faire une nébulisation. Ça s'appelle une nébulisation. D'accord? Donc, l'oxygène, il doit être humidifié. Donc, l'objectif, c'est saturation en oxygène entre 93 et 95. Chez l'adulte, 94 à 98 chez l'enfant. Deuxièmement, les bronchodilatateurs de courte durée d'action. Il y a plusieurs catégories. Premièrement, les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action, c'est-à-dire le fameux salbutamol et telbutaline. C'est en première intention pour la puissance de leur effet, de leur rapidité d'action et leur large marge thérapeutique. La voie, c'est la voie inhalée. Donc, en extra hospitalier, 4 à 10 bouffées à renouveler toutes les 20 minutes jusqu'à amélioration clinique pendant 1 heure. Au milieu hospitalier, on fait en nébulisation au masque avec un débit d'oxygène de 6 à 8 litres par minute et une posologie de 2,5 à 7,5 mg de salbutamol ou de 5 mg de terbutaline. Donc, si on va gérer la crise en extra-hospitalier, c'est 4 à 10 bouffées chaque 20 minutes. Et si en hospitalier, au milieu hospitalier, c'est la nébulisation chaque 3 fois par heure. La voie sous-cutanée peut être utile dans les formes extrêmes pendant la préparation des gestes de réanimation ou en médecine de ville dans l'attente des secours médicalisés. La voie IV, la perfusion intraveineuse effectuée à débit continu pour les malades les plus graves. Deuxième catégorie, c'est les anticholinergiques de courte durée d'action. Donc leur effet bronchodilatateur il est moins puissant et plus progressif et maximal entre 30 et 90 minutes et persiste 8 à 9 heures. Ils peuvent être proposés à la phase initiale de l'asthme aigu grave en adjonction au bêta-2 mimétique. Troisièmement, c'est le magnésium pour les exacerbations sévères. Le magnésium inhibe la contraction des muscles lisses, probablement en bloquant les canaux calciques et potentiellement l'action des bêta. Il potentialise l'action des bêta-2 mimétiques. Ces effets sont modérés et de courte durée en nébulisation ou par voie IV. Quatrièmement, c'est l'adrénaline pour le choc anaphylactique dans un contexte d'allergie alimentaire par exemple. Et cinquièmement, c'est la théophiline. Elle est abandonnée actuellement pour ses effets secondaires. Troisièmement, c'est les corticoïdes. Donc, on a vu l'oxygène, les bronchodilatateurs de courte durée. Maintenant, c'est les corticoïdes. Donc, on l'utilise d'une façon précoce et systémique à partir de l'exacerbation modérée. Ils ont pour but de réduire la part inflammatoire et de restaurer la sensibilité et le nombre des récepteurs bronchiques au bêta-2 mimétiques. Donc, ils vont aider l'action des bêta-2 mimétiques. Leur délai d'action est d'au moins 6 heures. Et la posologie, exacerbation modérée, c'est on utilise la voie orale, prénisolone ou prénisone 1 mg par kilo par jour chez l'adulte, sans dépasser 150 mg par jour. Et 2 mg par kilo par jour chez l'enfant, sans dépasser 40 mg par jour. Exacerbation sévère et asthme aigu grave, on utilise la voie
parentérale. La voie IV, c'est 800 à 900 mg d'HHC ou 1 à 2 mg pour le méthylprénisone. Les traitements adjuvants, c'est les antibiotiques, ne doivent pas être systématiques. La prise en charge d'une éventuelle complication. Les sédatifs, ils sont contre-indiqués. Les mucolytiques peuvent diminuer l'effort de toux et majorer le bronchospasme, donc à éviter. La ventilation mécanique dans l'asthme aigu avec arrêt respiratoire imminent en cas de détresse respiratoire aiguë, d'épuisement du patient et d'inefficacité du traitement. C'est pour aider le patient à respirer parce qu'il y a un épuisement respiratoire. La surveillance de l'algorithme, on a vu ça dans la voie précédente, on va répéter. Donc, une crise légère, il faut surveiller entre 1h30 et 2 heures. Si il y a une bonne réponse avec un débit expiratoire de pointe supérieur à 70, donc retour à domicile avec ordonnance de bêta-2, de bronchodilateur action courte et corticoïdes inhalés. S'il y a une mauvaise réponse, des débits expiratoires de pointe entre 60 et 70, ça va se classer en crise modérée. Donc, surveillance se prolonge en 3 à 6 heures. Utilisez les bronchodilatateurs toutes les heures en nébulisation et envisagez une corticoïde. Si bonne réponse, retour à domicile. Si mauvaise réponse, c'est une crise sévère. Dans ce cas, on utilise la voie IV et les corticoïdes, les nébulisations d'oxygène, corticoïdes systématiques et envisager les bronchodilatateurs par voie parentérale. L'évaluation après 1 heure, donc bonne réponse, retour à domicile, réponse incomplète, admission à l'hôpital et pas de réponse, admission en soins intensifs. La prévention, donc au décours d'une exacerbation d'asthme bronchique, une consultation doit être organisée 1 fois par mois afin d'évaluer le contrôle de l'asthme, évaluer les facteurs de risque de nouvelles exacerbations et identifier et traiter les facteurs ayant favorisé cette exacerbation. Orienter le patient vers un programme d'éducation thérapeutique. La conclusion, l'exacerbation d'asthme bronchique constitue des accès aigus de la maladie asthmatique. Elle doit être considérée comme une urgence quelle que soit sa sévérité. Sa répétition témoigne d'une prise en charge incorrecte de l'asthme malade. Son traitement est symptomatique, plus étiologique. Elle doit constituer une occasion pour rappeler l'importance du traitement de fond, l'asthme maladie, d'une part, et de l'importance de l'éducation sanitaire de l'asthmatique. Merci de votre attention.